les y empêche. Oh, c'est possible qu'il y ait une main qui les empêche, qui les y empêche, parce que, comme je vous viens de vous le dire, il n'y a aucune raison que le successeur de Boni Yaye se croise les bras et le laisse, lui, qui a déjà fini ses 2 mandats et qui est déjà sorti du jeu politique, le laisse ramener son équipe à lui pour déconstruire complètement ce qu'il a fait. Donc, c'est de bonne guerre. Par contre, je dis, même si la mouvance présidentielle profite un peu de cette difficulté des démocrates, il y a quand même à l'intérieur du parti des raisons qui disqualifient le parti et qui font que les autres ne font peut-être qu'en profiter. Ou même, on va dire, peut-être que les autres n'ont même pas encore déroulé véritablement un plan pour les exclure et que ce sont eux-mêmes d'abord, par les dysfonctionnements qu'il y a à l'intérieur de leur parti, qui se font harakiri. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont irréprochables. On ne peut pas dire que ce parti a travaillé sereinement à préparer les dossiers et est prêt, peut-être 3 ou 4 mois avant même que la Sénat lance tout le monde connaît la date. Tout le monde connaît les échéances. Pourquoi est-ce que le parti attend les derniers moments pour demander des pièces qui auraient pu être demandées depuis... On aurait pu préparer tous ces dossiers-là depuis longtemps. Qu'est-ce qui empêchait de le faire? Pourquoi attendre le dernier moment? Parce qu'il y a des problèmes à l'interne et que le positionnement n'a pas dû être facile. Et que certainement, comme le disent certains, même au niveau de la Sénat, on a continué de tripatouiller les dossiers à l'intérieur du parti pour que des noms soient remplacés, que des dossiers soient remplacés. Bon, tout ça, si le parti le fait, c'est normal qu'il y ait à un moment ou à un autre des choses à leur reprocher. Je pense que c'est par une préparation que le parti LD se retrouve aujourd'hui dans une telle situation. Parce que sinon, on aurait pu remarquer de façon très flagrante les raisons pour lesquelles il serait aisé de dire on a fait de la politique ahurie pour les éliminer. Mais ils ne sont pas irréprochables et il y a plein de problèmes à l'intérieur du parti. Et ce n'est pas facile non plus de laisser tous ces problèmes-là et d'aller chercher le bouc émissaire de leurs problèmes, de leurs complications ailleurs. Comme on dit, nul n'a le droit de se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc, moi, je pense que le parti a péché par défaut de préparation, déjà pour la présidentielle, où le comité a été installé vraiment à la toute dernière minute pour nous sortir un candidat avec tous les problèmes qu'on connaît. Et je pense que c'est la même chose qu'on fait également pour les communales et qu'on va faire aussi pour les législatives. Parce que, bon, quand on se connaît dans le parti, on sait qui doit être candidat et qui peut ne pas être candidat. On a pris un certain nombre de dispositions, surtout qu'ils ne sont pas au pouvoir, et que ça leur laissait toute la latitude, vraiment, de se préparer et d'avoir des listes absolument impeccables et à jour, bien avant que la Sénat lance les appels à la candidature. Donc le parti qui ne sera peut-être pas au rendez-vous, en tout cas on attend l'avis de la Cour suprême et les démocrates qui, ma foi, à leur corps défendant, jouent bien les démocrates en saisissant, je dois dire, l'instance concernée par ces genres de contentieux. Quand on voit un peu tous les déboires qu'ils ont connus, hein, avec notamment la Cour constitutionnelle, je ne me rappelle pas que s'ils aient saisi la Cour constitutionnelle et qu'ils aient eu gain de cause sur un dossier, j'avoue que ma mémoire flanche là-dessus. Quelles sont les chances de se voir, je dois dire, donner des... Enfin, aboutir leur requête devant la Cour suprême aujourd'hui? Les chances ne sont pas très élevées, pour ne pas dire qu'elles sont nulles. Parce que vous avez bien vu que lorsque la Sénat a été obligée d'aller devant la Cour constitutionnelle pour se justifier, elle l'a fait en prenant toutes les précautions depuis le début pour montrer toute sa bonne foi et demander carrément à la Cour constitutionnelle de disqualifier le parti les démocrates. Et la Cour les a suivis parce que leur argumentaire était très bien élaboré. Donc je pense que de la même façon, lorsque la Sénat sera convoquée devant la Cour suprême, elle présentera aussi un argumentaire qui sera difficile de battre. Donc, moi, je ne compte pas trop sur ce jugement de la Cour suprême. Vous verrez que en 2023,
on l'avait dit sur le plateau la dernière fois, pour qu'ils aillent aux élections, il a fallu que la Cour constitutionnelle prenne une décision qui avait tout l'air d'un arrangement politique. Et je pense que c'est cette capacité à transcender les clivages et à chercher l'opportunité de gagner coûte que coûte qui manque aujourd'hui aux démocrates qui sont dans un peu comme dans un jeu fermé. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier qui a pu peut-être, c'est pas le mot approprié, hein, mais c'est celui-là que j'ai apporté demain, qui a pu peut-être attendrir la Cour constitutionnelle au point de l'amener à leur permettre de participer aux élections législatives de 2023. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire à l'époque alors, qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui, qui les empêche d'être non seulement exclus de la présidentielle, mais aussi des législatives? Ils ont rencontré le chef de l'État. Et c'est ça qui a produit le résultat que nous savons. Mais nous savons aussi que cette fois-ci, Boni Yayi, en personne, a rencontré le chef de l'État et que lorsqu'il est sorti de cette audience, il a fait une déclaration qui marquait une rupture de dialogue. Et qu'à la suite de ça, Patrice Talon est venu sur la place publique pour dire qu'il en a marre de protéger quelqu'un qui est à l'origine de tous les troubles. Donc, à partir de ce moment, ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue constructif et que, quelque part, il a manqué, à mon sens, ce qui, en 2023, avait permis d'avancer. Et là, maintenant, on aura le schéma de 2020 à peu près, qu'on a eu de 2020 à 2025. Les exécutifs communaux et municipaux tenus par 3 partis politiques, BR, UPR et FCBE, si mes souvenirs sont bons. FCBE qui a aussi validé, ma foi, ces dossiers de candidature. On aura donc 3 partis politiques qui vont diriger les communes sur près de 10 ans. Oui, c'est ce que nous aurons. Parce que c'est ce qui se dessine manifestement. Et il n'y a aucune raison de penser que ceux qui seront dans cette partie-là et qui vont diriger les communes seront moins patriotes que ceux qui ne sont pas éligibles. Donc non, moi je pense qu'il y a un nouvel ordre politique qui se dessine et qui, ma foi, donne beaucoup à réfléchir et même créer des frictions par endroits parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Incompréhension sur le fait que nous sommes partis de quelque part. Il y avait nécessité, dans la façon dont nous avons conduit le renouveau démocratique jusqu'en 2016, il y avait nécessité à faire des réformes. Ça, il faut toujours savoir d'où nous sommes venus pour nous projeter dans l'avenir. Il fallait faire des réformes. Réformes dont la nécessité a été constatée à la fois par Adrien Mbedi, qui était président de l'Assemblée nationale, au cours d'une session qu'il ouvrait, au cours aussi d'une présentation de vœux à la présidente de la République. Entre les institutions. Et surtout, constat fait par Boni Yayi, qui était président en exercice en 2010, en 2006 et 2016, qu'il y avait impérativement nécessité à réformer. D'accord? Mais je crois que nous avons commis 3 péchés en 2016. Le premier péché, c'est de faire le dégagisme dont nous sommes coutumiers. Quand un chef d'État est en fin d'exercice, quel que soit ce qu'il a pu accomplir, on considère qu'il faut qu'il dégage et on le charge de tous les péchés d'Israël sans discernement. C'est ce que nous avons toujours fait. Deuxième péché, nous avons considéré que Patrice Talon était une victime. Et que quand quelqu'un est dans la position de la victime, il faut lui rendre justice. Lui rendre justice. Sans chercher à savoir ce que nous gagnons et ce que nous perdons en faisant cela. Troisième chose, Patrice Talon a dit très clairement, je viens faire la rupture. Et personne n'a été suffisamment informé sur ce qu'il voulait faire quand il disait, je veux rompre. Est-ce que c'est nous qui allons nous informer ou c'est lui qui va nous dire ce qu'il veut rompre? Il a fait campagne. Oui. Il a fait campagne. Et il dans le fond, oui. Il a dit ce qu'il était nécessaire qu'il dise. Mais nous ne l'avons pas écouté.
Parce que nous n'écoutons pas ce genre de choses. Personne ne l'a écouté. Quand il dit « je viens réformer », personne ne l'a vraiment écouté. Mais tout le monde pensait que c'est un homme d'affaires qui arrivait et que les conteneurs d'argent allaient venir et que nous allions... donc, personne n'a écouté ce qu'il disait. Il a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit. Mais il n'a pas dit la façon dont il voulait le faire et il n'a pas non plus dit personne ne lui a demandé. On ne va pas lui demander. Non, attends. Quand quelqu'un vient vers vous pour dire voilà ce que je vais faire, s'il y a des zones que vous ne comprenez pas, vous lui demandez. Vous lui dites mais tu veux faire ça comment? Parce qu'il faut quand même que je comprenne ton programme